Donc l'idée, c'est de commencer par les définir. Alors, je vais aller un peu vite pour gagner un peu de temps. Ça, c'est une vieille IA qui date de 99, qui a été mise à jour. Je pense qu'ils entendent son micro aussi. Vous préférez le micro? Oui. Pas de souci. Ça, j'ai pas été prévenu. Du coup, je vais pas dire de bêtises. Merci de m'avoir prévenu. Et donc, pour sa mise à jour, on a rajouté les CIS et les RIS qui n'existaient pas à l'époque. Et puis, on a démembré les nouvelles maladies, NMOSD entre guillemets, nouvelles, mais AQP4+, puisque les anticorps sont apparus. Et donc, on les a séparés de manière définitive de la sclérose en plaques. Il reste maintenant la double séronégative dont on reparlera demain. Et donc, il y a des modes de présentation qui sont communs à ces maladies. On parle de maladie quand on a caractérisé à peu près les choses pour une pathologie qui a une forme bien particulière. La sclérose en plaques, la NMOSD, maintenant c'est une maladie, on en parlera demain, lorsqu'elle est AQP4+. Et la MOGAD est une maladie depuis sa création. Pour l'ADEME, c'est un mode de présentation d'un certain nombre de pathologies du système nerveux central. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ce n'est pas une entité, sauf parfois où c'en est une. Et là, elle est en général post-vaccinale ou post-infectieuse, bien caractérisée chez l'enfant, avec un orage, un cataclysme inflammatoire qui passe après quelques semaines. En tout cas, en général, avant le 3e mois. Voilà, tout ça, vous le savez, je vais passer vite. Et donc là, j'ai juste rappelé un peu les aspects neuropathologiques de ces différentes entités, avec 2 points qui m'ont semblé importants. La démyélisation corticale qui est absente dans la NMOSD, ça c'est un point fondamental parce que ça engage l'imagerie, qui en général ne montre pas d'anomalie corticale. Et puis l'absence d'atteinte des oligodendrocytes, en tout cas dans un premier temps, toujours dans la NMOSD, ces oligos étant atteints dans la MOGAD par définition, puisqu'il y a les anti-MOG, et dans la sclérose en plaques, de manière primitive ou secondaire, point d'interrogation, l'affaire n'est pas réglée. Alors la CEP, vous savez comment ça se présente. C'est typique CIS habituel ou multifocal diffus, et c'est là où ça peut poser des problèmes avec les autres maladies. Sinon, comme d'habitude, il n'y a rien qui ressemble plus à une CEP qu'une CEP. Et puis après, le mode de début de la NMOSD, lorsqu'il y a ça, en général, on ne va pas penser à d'autres pathologies. Lorsqu'il y a une atteinte du système nerveux central et qu'il y a les anomalies correspondantes sur l'IRM, que vous connaissez, on en discutera. La MOGAD, il y a plein de modes de présentation clinique qui font une entité ou bien parce que il y a des anticorps, ou bien parce qu'il y a suffisamment de caractéristiques en imagerie, plus qu'en clinique, pour dire qu'il s'agit d'une MOGAD. Alors, EMAD, comme je vous ai dit, c'est plus un mode de présentation, c'est plus un syndrome qui regroupe un certain nombre de signes qu'une maladie propre, sauf parfois où c'est post-infectieux, post-vaccinal, etc. Voilà, je vais avancer. Alors, il y a beaucoup de travaux qui ont dit, oui, probablement, on peut faire des différences entre début chez l'enfant, pseudo-EMAD et EMAD elle-même ou CEP, POMS, sur l'aspect de l'imagerie. Dans l'EMAD, il y a moins d'hyposignaux, il y a moins de lésions périventriculaires, il y aurait -2, -2. En fait, à l'échelle individuelle, ça s'applique pas. Hein. Peut-être que statistiquement, oui, mais à l'échelle individuelle, non. L'autre problème des EMAD, c'est que c'est un mode d'entrée dans les MOGAD, mais aussi, par moment, des EMAD qui vont avoir provisoirement des anti-MOG positifs qui vont se négativer par la suite. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans une espèce de truc de frontière que vous connaissez bien. Est-ce qu'on peut faire des différences entre les EMAD anti-MOG plus et les EMAD anti-MOG moins? Pareil que pour l'IRM. On a essayé de dire il y a plutôt ça, mais en fait, dans la réalité, à l'échelle individuelle, ça n'est pas applicable. Là, je vous ai mis un certain nombre de choses
que j'ai récupérés aussi bien des congrès que de la littérature qui pourraient faire la différence. Et je n'y crois pas trop. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Les ateliers, après que les acteurs vous aient été présentés. Hein. La technique de l'IRM doit être impeccable. Si on n'a pas une bonne technique d'IRM, on ne peut pas analyser les IRM. Après, il faut regarder l'aspect des lésions, leur symétrie, leur taille, les bords. Les bords, c'est quelque chose de très important. Les plaques ont des bords nets. Les autres maladies, EMAD et MOGAD, c'est des bords flous. La NMOSD, en général, ça nécrose. Hein, par définition, ça attaque les pieds astrocytaires et ça les nécrose. Après, il y a une question de définition de la taille. Les anglo-saxons parlent de confluent quand il faut parler de diffus. Diffus, ça n'est pas défini, donc je propose de le définir quand il y a au moins 2 secteurs de la substance blanche qui sont atteints. Ça devient diffus. Les confluents, en général, c'est qu'il y avait avant du nodulaire qui a conflué. En général, c'est ça la définition. Et ça, c'est très important, non pas juste sur un plan philosophique, mais parce que ce qui donne des nodules qui confluent en général, c'est la cèpe. Donc quand on a des plages qu'on découvre et qu'on reprend une IRM ancienne et qu'on voit qu'il y avait des nodules individualisés dedans, en général, ça correspond à une maladie qui ressemble à une sclérose en plaques. C'est pour ça que c'est important. C'est pas juste pour la philosophie sémantique, hein. C'est vraiment, ça se traduit, quoi. Alors, la substance blanche, bon, il y a plein de compartiments, vous connaissez ça par cœur, je vais pas entrer dans les détails. Juste pour Fauzi, comme il est là, pour les inflammatoires, les plages deviennent confluentes lorsqu'elles sont supérieures à 2 cm. Pour les vasculaires, c'est 2 cm et demi. Bon, on peut peut-être se mettre d'accord sur 2,2 ou 2,25. On peut sûrement trouver un terrain d'entente. C'est-à-dire que les gens sont pas toujours d'accord. Et puis un autre point très important, c'est le caractère évolutif. Bon, tout d'abord, et je vais le dire tout de suite, comme ça, si on n'a pas le temps de finir, ce sera pas un problème. Les MOGAD, au début, l'imagerie peut être normale. Et donc, si on a une atteinte du système nerveux central bruyante avec des signes cliniques et qu'on fait une IRM très rapidement et qu'il n'y a rien, faut pas dire c'est rien, c'est un trouble neurologique fonctionnel. Il faut refaire l'IRM 15 jours après. Si vous êtes sûr de votre examen clinique, hein, et du mode de présentation. Après, c'est de la clinique. On est clinicien, donc on va interroger les patients, etc. Et évidemment, je te dis ce qui est décrit. Moi, je n'ai jamais vu une IRM normale sur une présentation touchant le système nerveux central. Toutes les scléroses en plaques qu'on m'avait envoyées dans le temps, qui avaient une imagerie normale, avaient des anomalies à l'IRM. Il faut juste mettre la technique nécessaire pour le voir. Si la technique est pas là, mais c'est décrit. Donc, je vous le rapporte tel quel. Si vous avez des IRM normales et que vous êtes sûr de votre examen neurologique et de votre interrogatoire, refaites l'IRM 15 jours plus tard. C'est le message. Voilà. Les troubles neurologiques fonctionnels représentent un gros recrutement des urgences. Hein. Je pense que vous le savez bien. C'est quasiment un malade sur 6 des urgences qui se plaint d'une atteinte du système nerveux central. Donc c'est quand même, ça a un poids absolument énorme, quoi. C'est pour ça qu'on se pose la question à chaque fois. Hein. Alors, certains d'entre vous connaissent cette diapositive et bon, je pense que c'est bien de réfléchir comme ça. Tout d'abord, on va chercher la lésion symptomatique. Je pense que c'est très important. C'est pas écrit dans les livres ou dans les critères diagnostiques ou dans les choses comme ça. La première chose à faire, c'est d'aller chercher la lésion symptomatique. Où elle ressemble à des lésions qu'on a vues dans des maladies, et là on a déjà une orientation, où il n'y a pas, où on voit une tumeur. Hein. On peut voir un diagnostic différentiel dessus. Donc c'est très important d'aller tout de suite vers la lésion symptomatique. Ensuite, on va chercher des lésions suggestives ou asymptomatiques. Bon, ça c'est un truc que vous
maîtriser parfaitement, notamment les lésions de sclérose en plaques. Et troisièmement, on va aller vers les lésions très suggestives, voire spécifiques, comme par exemple l'anneau périlésionnel de la sclérose en plaques. Celui-là, il est proche de 100% en termes de spécificité, hein, l'anneau qui est là. Alors que les CVS ne sont pas du tout spécifiques, ne permettent pas de séparer, en tout cas pour un CVS, la sclérose en plaques de l'ADEME, de la MOGAD et de tout le reste. Il faut qu'il y en ait au moins 6. Comme ça, on augmente la spécificité et on se rapproche de 100% de spécificité. Avec 3, on est à 79-80% de spécificité. Donc 6, c'est mieux. Hein. Les CVS, ils sont où, vous savez? Où est-ce qu'on les voit? Dans quel secteur, compartiment de la substance blanche? Ben, c'est très sous-cortical. C'est là où il faut les compter. Et puis maintenant, on en décrit dans la fausse poste. Quand les gens regardent la fausse poste maintenant et font les séquences qu'il faut, ils en voient dans les fausses postes. Voilà, il y a eu une présentation à l'ECTRIMS qui était rien que pour ça. Bon, donc là, on passe dans le vif du sujet. Madame M, 35 ans, elle fait une baisse de la vision, un truc évocateur d'une neuropathie optique inflammatoire, et elle a une IRM dans les 24 heures. Ce sont les délais ici, non? Avec le parc IRM que vous avez au Maroc. Il y a beaucoup de centres, hein. Donc ça va vite maintenant, oui, c'est ça. Non, parce qu'il y a des endroits où c'est pas le cas, hein. Et donc voilà son IRM. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors large, c'est un terme anglo-saxon. Large. En français, c'est des lésions volumineuses. Oui. Donc il y en a une qui lèche le ventricule, il y en a 2 autres qui sont à distance. Substance blanche sous-corticale, la périventriculaire. Le nerf optique, c'est la première chose à voir, puisque on a dit, on regarde la lésion symptomatique. Donc il y a bien une lésion symptomatique, et qui touche quoi du nerf optique? Tu es vraiment un neurologue, toi. Hein? Where are we? Non, ma question, c'est quel compartiment du nerf optique? La gaine, c'est gynécologie. On dit les espaces périoptiques. La gaine, c'est la gynécologie. Alors, le milieu. Oui, Fauzi. Regarde. Il y a les muscles. Il y a la graisse qui est au milieu. Et là, on est en plein dans le segment intra-orbitaire. On est au milieu. 6 mm plus loin, on se retrouvera au niveau de l'apex, du cône, de la rencontre des muscles. Et donc ça, si on en parle comme ça, c'est parce que dans la sclérose en plaques, les lésions sont segmentaires, et dans 70% des cas, elles sont exclusivement intra-orbitaires. C'est pour ça que j'insiste lourdement. C'est pour que ça nous marque et que, voilà, et que ça rentre dans l'inconscient collectif. Donc il y a une lésion du nerf optique qu'on va supposer intra-orbitaire suspendu. Il y a 3 lésions minimum qui sont volumineuses, dont une périventriculaire. Et puis il y a encore un truc. Oui, yes. Et pourquoi le bulbe d'oignon? Parce qu'on aime bien les oignons, mais encore. Oui. Alors, oui, mais encore. More.
Parce que là, on est dans les trucs qui séparent les maladies, hein, souvenez-vous. Oui, c'est-à-dire que les lésions dites baloïdes, avec le bulbe d'oignon, c'est la sclérose en plaques. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est ça l'objectif. Donc là, si je vous montre ça, vous avez à la fois des arguments suspendus intra-orbitaires, il y a une lésion baloïde, mais il y a aussi des lésions volumineuses qui doivent représenter normalement un drapeau. Voilà, faut faire attention. Il y a aussi une lésion calleuse, donc il y a le pour et le contre, et c'est la vraie vie. Hein, c'est pas une. Et donc, il vous manque quelque chose ou pas? Il vous manque ça? Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui. Which is, ça dérange Bouchra, ce qui est normal. Pourquoi ça la dérange? Oui. Dans la SEP, en général, pas toutes les sont très face. C'est des choses en... C'est un drapeau rouge fondamental. Hein. C'est-à-dire que dans les critères écrits de 2017 de McDonald's, revisité pour la 4e fois, il est écrit que toutes les lésions, ou la majorité des lésions, ne doivent pas prendre le GADO. Sinon, il faut refaire l'IRM pour être sûr de l'évolution lésionnelle avant de retenir le diagnostic de SEP. Donc, autre point. Ouais, cette diapositive, elle est quand même intéressante. Non? Non, mais en même temps, on ne voit pas vraiment d'alternative diagnostique. Bon, je veux bien. Oui, mais il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de tableau d'ADEME. Hein. C'est quand même une neuropathie. Sur la clinique l'imagerie, je vois pas. Il n'y a pas, il ne voit pas d'autres diagnostics. Sur le caractère en particulier de la lésion anticoagulante, est-ce que vous devez prendre le contraste de façon annuelle? Rien. La prise de contraste des lésions baloïdes ne change rien au problème. J'ai vu des patients qui allaient très bien venir vers moi avec des IRM faites 10 ans après le début de leur maladie. Et quand j'ai repris les IRM 10 ans avant, je ne l'avais pas vu au début, il y avait de magnifiques lésions baloïdes qui étaient le mode de présentation. Et 10 ans plus tard, c'était des lésions standards. Donc, je pense que c'est important de se dire que c'est un mode de présentation IRM de la SEP. Bon, maintenant, quel est le degré de spécificité, ça n'a jamais été étudié, mais il est dit que c'est évocateur, voilà, suggestif, comme j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de pathognomonique, hein, mais je comprends les arguments de Hicham, mais qu'est-ce que ça peut être d'autre? Et c'est tout notre problème. C'est ça. Non, mais ça fait 20 ans qu'on vit avec des SEP sans pouvoir faire le diagnostic, hein, donc oui. Oui, parce qu'il y a un accident vasculaire au-dessus. Je te le montrer. En plus, ça flash en diffusion, donc t'imagines. Alors, diagnostic, ça on en a parlé en long, en large et en travers, donc on va avancer. Que faites-vous? Bon, je pense que tout le monde fait ça dans ces cas-là. Les anticorps ne sont pas obligatoires, anti-MOG et anti... moi, je les fais systématiquement, parce que les traitements ne sont pas les mêmes. Je pense que dans des cas comme ça, où il y a des questions qui se posent, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui. Ah oui. Parce que les traitements sont pas les mêmes. Oui. Les traitements sont pas les mêmes, et certains traitements de la SEP sont délétères pour les NMOSD. Et donc, on n'a pas envie d'avoir une nécrose médulaire parce qu'on a mis en place un traitement. C'est ce qui est recommandé, c'est de ne pas les faire. Hein. Moi, je dis juste quelle est ma position. Mais, les devis qu'on a vus historiquement dans les années 90, avant de faire tout ça, c'est des gens qui finissent en fauteuil roulant et aveugles. Et donc,
Et quand les interférons sont arrivés, on a commencé par les arroser avec des interférons, on a accéléré leur cécité et leur truc. Donc, voilà. Chacun d'entre nous a son histoire. Je la raconte. Bon, donc moi je le fais, puis je mets sous corticoïde, je pense que vous aussi. Donc 15 jours plus tard, elle commence à s'améliorer. Neuropathie optique inflammatoire, les lésions sont inflammatoires, elle s'améliore. Oui, je vous en prie. Spécificité de quoi? On vous les cherche systématiquement, vos radiologues? Oui, ça fait partie des critères dans les livres. Mais là, on est dans la vraie vie. Oui, mais la vraie vie dit que quand quelqu'un a une IRM dans les 24 heures, on ne peut pas non plus demander au radiologue de faire une imagerie de phase. Après, il va nous tuer. Mais tu as raison. Si j'ai ça, je suis relativement tranquille. Et encore. Alors, elle rebaisse sa vision. On est dans 15 jours après, le début. À perception lumineuse positive. Avant, elle était à 6/10. Oui. Avec une discrète papillite. Et puis elle a une IRM de contrôle. C'est logique, hein. Hicham, tu changes d'avis ou t'es toujours dans ta position Absolument. Exactement. Tout à fait. Oui, il y a des drapeaux un peu partout. Je suis entièrement d'accord. Après, il est possible, je me souviens plus très bien pour ce cas, je peux ressortir IRM, il est possible qu'il y ait une extension vers le segment canalaire à partir de l'intra-orbitaire, et comme c'est un endroit de fragilité, si jamais il y a un œdème important, il y a parfois une occlusion des petites perforantes. Exact. Il y a un mécanisme vasculaire surajouté. Ça, c'est décrit. Mais non. Toujours est-il qu'on a refait l'IRM. Parce que c'est un atelier d'IRM. Hein. Je rappelle. Alors, voilà l'IRM. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, nettoyage, pourquoi? Oui. Ça, c'est ça. On le voyait sur un spin écho. Oui, c'est ancien. Mais il y a ça. Ça vous dit quelque chose? Le ballon de rugby, il est joli. C'est Dawson. Ouais, c'est Dawson. Qu'il y ait un CVS en dessous, ça n'étonne personne. Hein, oui. Et puis, il n'y a plus de prise de cadeau ou très peu. Ce qui est normal puisque corticoïde, ça ferme la barrière pendant combien de temps? Comme c'est un atelier, j'en profite. C'est intéressant. Combien de temps? Est-ce que c'est utile, quand quelqu'un est arrosé de corticoïdes, de demander au radiologue de mettre du cadeau qui est toxique et qui se dépose dans le cerveau? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est parce qu'elle était tellement inflammatoire. Tu fermes la barrière, mais tu l'as, voilà. 4 semaines. C'est ça les études. Mais c'est bien d'avoir ces repères-là, parce que c'est pas la peine de dire au radiologue, si tu m'as pas fait l'injection, tu connais rien, alors qu'il a raison. Et donc il faut lui préciser sur la demande, patient sous corticoïde. Je pense que c'est important. Oui, je vous en prie. Oui. Ah, si ça n'a rien à voir. À quelle heure on mange? Vous dites justement que les corticoïdes ferment la barrière pendant 4 semaines. Donc là, je me dis,
quand il y a justement en pathologie vasculaire, quand on va faire de la thrombectomie, est-ce que c'est intéressant de... Donc, atelier vasculaire, la prochaine fois. Alors, ça, je passe pour aller vite. Bon, cette patiente qui... Oui, cette patiente a eu une IRM 3 mois plus tard, parce qu'il faut contrôler, et elle améliorait son acuité visuelle petit à petit. Hein. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Oui. Mais encore une fois, je ne rentre pas dans les détails des histoires qu'on puisse... Voilà, absolument. Donc 3 mois plus tard, on fait ça, et voilà ce que ça donne, son IRM. Donc là, il reste peu de choses, et cette dynamique lésionnelle d'évolution des lésions est en faveur de quoi, du coup? D'ADEME? De MOGAD? Où ça? Où ça? J'ai peut-être pas vu. Oh, je pense que c'est un effet. Oui. Non. Ça c'est l'anneau paramagnétique qu'on aurait vu si on en avait fait les séquences appropriées. Exactement. Là, on a un anneau, on peut le dire. C'est ça. D'accord. Donc tout le monde est d'accord, hein? Ça vous va? Tout le monde est d'accord avec le président. Donc ça, bon, vous avez répondu à la question. Et donc, un mois plus tard, elle fait une diplopie. Et donc, il y a ça. Et donc, elle initie le traitement de fond. Voilà. Donc, il s'agissait bien d'une sclérose en plaques, avec un début un peu particulier. Bon, ça, je vous l'ai dit, vous le savez par cœur, sinon vous lirez la revue de la société, dans laquelle on a fait la mise au point. Bon, ça, c'est pour vous montrer la périnévrite, qui n'est jamais une cèpe, quand elle est isolée. S'il n'y a qu'un aspect de périnévrite, c'est pas une cèpe. Il peut y avoir une petite prise de contraste périoptique, mais avec des anomalies de signal du nerf optique. Ça peut se voir dans la cèpe. S'il n'y a qu'une périnévrite, c'est autre chose. Et puis là, c'est les séquelles de la NMOSD qui fusillent les nerfs optiques. Hein. C'est pour ça que je fais les anticorps. Pour ne pas avoir des surprises. Bon, ça, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. S'ils le connaissent, bon, ils participent comme ils veulent. Donc, elle a 45 ans. Elle vient pour un tableau de moelle basse. Et elle dit que dans ses antécédents 10 ans avant, on lui a fait un diagnostic de neuropathie optique inflammatoire. Effectivement, quand on l'examine, il y a une pâleur temporale, et puis il y a une acuité visuelle cicatricielle à 7/10. Donc il y a bien des antécédents de neuropathie optique inflammatoire 10 ans avant. Puis là, elle fait un tableau médulaire bas. Je ne vous demande pas ce qu'on fait comme examen. Alors, 7/10, c'est une récupération satisfaisante. Ça va compter 1 sur le DSS visuel. Donc 0 sur le DSS normal. Le DSS visuel surcote toujours un peu le DSS. Donc c'est ça que vous vouliez. Alors, allez-y, vous inquiétez pas. Donc, c'est
Donc, c'est une coupe sagittale de la moelle. Donc, c'est une coupeuse. Donc, on note une prise, un hypersignal de la moelle qui est c'est une séquence. D'accord. Donc, merci. Donc, c'est une coupe sagittale de la moelle. La séquence T1, T2, on note non, à gauche. Par rapport à moi. Spectateur. Donc, on a une prise de signal de la moelle sur hypersignal étendu qui est central antérieur. On ne peut pas savoir. D'accord. Tendu sur plus de 3. Il y a encore un truc à voir. On regarde ici tout ce qui est présent, ce qui est absent. Ce n'est pas le spécialiste du classique. Oui, il y a le signal de l'universel et il y a le signal des espaces d'écho très toujours sur le groupe sagittal basse comme ça, regardez les espaces rétro-visuels. Où vous avez des hyposignaux en couleur comme ça, vous avez une raison. Et c'est du tissu cérébral. Et là, vous aurez des poissons qui vont vous répondre. Donc, on sait des signes positifs et des signes négatifs. Oui. Mais c'est juste pour avoir un diagnostic, hein, est-ce que vous voulez des trucs différentiels. Alors, est-ce que vous faites tout ça comme moi? Cervical, anticorps, tête, liquide? On est d'accord, hein? Alors, liquide, il y a des BOC et 20 éléments. Les anticorps, ça met du temps. Oui. Vous attendez, vous reviendrez dans 15 jours. Et puis, l'IRM cervical que vous avez demandé. Bon, elle a des vertèbres qui sont en mauvais état. D'accord. Mais il y a quand même, il y a un truc qui est tendu, hein.
2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, peut-être T1. Vous êtes d'accord, hein? Qui a l'air d'être intramédulaire. Et je ne pense pas que ça prenne le gâteau, peut-être ici un peu. C'est possible. Hein? Ça a été fait très rapidement, hein, sans traitement. Je suis pas sûr sur le T1 qui est une grosse moelle. Oui, exact. La coupe anatomique, c'est le T1. Le T2, c'est pas anatomique. Donc, si vous voulez voir s'il y a une atrophie ou s'il y a un gonflement ou des choses comme ça, regardez plutôt le T1. Je vous conseille. On se trompe une fois sur deux sur le T2. Ce qui est énorme, se tromper une fois sur deux. Voilà. Donc, on avance. Vous avez demandé l'IRM de la tête. Vous l'avez obtenu. Alors, donc, j'analyse une IRM du cerveau. Je commence soit de bas en haut, soit de haut en bas, et je monte petit à petit. Et donc, la fausse poste, je vois pas grand-chose. Ni avant, ni après. J'ai un doute là. Ouais. Il y a un doute. Il a été décrit des artefacts en avant des cornes frontales et autour des cornes occipitales, mais quand c'est asymétrique, on est en droit de se poser des questions. Oui, et attends. Vous avez oublié de regarder ça, mais... Regarde, je vais te mettre la suite. C'est pour ça que j'ai monté. Et donc, cette petite plage périventriculaire est vraisemblablement authentique. Hein? Maintenant, elle n'est pas discriminante. Si. Qu'est-ce qu'il dit, Hicham? Alors. Donc là, du coup, arrosage corticoïde. Amélioration spectaculaire. Ça améliore très bien. Les anti-NMO reviennent, ils sont négatifs. Les MOG ont été refaits par la suite, mais à l'époque, regardez, on est en 2008. C'était pas la mode des MOG. Et du coup, comme on n'avait pas de diagnostic, on a refait une IRM 3 mois plus tard. Et donc là, il apparaît une lésion CSO droite qui prend le gado. Et donc, on a dépassé les 3 mois. J'ai fait exprès, janvier, mars. Poussée radiologique, yes. So, diagnostic. CEP. C'est la poussiéris. Poussiéris. Comme on était complètement, comme vous, dans le doute, on a refait encore une IRM. On s'est dit, c'est pas possible. Là, il y a un problème, neuromyélite optique, 45 ans, etc. Et hop, il y a encore une lésion quelques mois plus tard. Oui, c'est l'objectif de ce cas. Oui. L'objectif de ce cas, c'est de vous rappeler. Bon, ça, c'est un traitement de fond, stabilité pendant 5 ans de suivi. Hein. Donc, le message, les anomalies décrites sur les IRM sont des anomalies statistiques. D'abord, les anomalies de la CEP, c'est décrit sur 1.5 Tesla. Et en 3 Tesla, on voit beaucoup plus de lésions et d'extensions que ce qu'on voit à 1.5. Deuxième message, les deux métamères, c'est 95% des scléroses en plaques. Donc il y a 5% où c'est étendu. Et ce sont ces cas-là qui nous posent problème. C'est pas les trucs où c'est le cigare d'Al Capone et les choses sont claires. Donc ça, c'est encore une CEP. Donc ça, je passe, vous les connaissez par cœur. Ça aussi. Oui. Oui. Alors,
Non, transverse, c'est clinique. Moi, j'ai toujours la même chose. La myélite transverse est une définition clinique. Il n'y a pas de myélite transverse. Elle est étendue. Elle est... Oui, mais c'est juste une question sémantique. Hein. Myélite transverse, c'est la moelle est coupée. Ça ne nous donne pas le diagnostic. On parle de moelle étendue, longitudinalement et axialement. Je pense que c'est ça que tu voulais dire. Mais ça se voit dans la CEP aussi. Moins en axial. Oui, tu as raison. Voilà. Alors bon, tout ça, vous connaissez, ça c'est pour vous montrer encore les anomalies focales, le signe du tétard. Bon, peu importe. Alors, dans les MMOSD et les MOGAD, il y a des myélites courtes. Hein. Donc ce n'est pas parce qu'il y a une myélite courte que ce n'est pas un Gougerot, que ce n'est pas paranéoplasique, que ce n'est pas tout ce que vous voulez. Hein. Oui, absolument. Bon, ça vous connaissez. Oui, sauf que, voilà, ça aussi, j'ai vu ça tout à l'heure sur le cas clinique qui a été présenté. Le signe du H, c'est pas spécifique. Hein. Donc ça peut se voir dans les MMOSD, dans les CEP, je ne l'ai pas vu décrit dans la littérature. Mais MMOSD, oui. Donc il ne sépare pas les maladies. Hein. Puis n'oubliez pas que MMOSD, ça peut être une MMO secondaire associée à une autre maladie systémique. Comme le lupus, comme j'ai vu le cas tout à l'heure décrit. Mais c'est notre problème, c'est pour ça qu'il y a les RCP. C'est des cas compliqués qu'on discute ensemble, hein, pour lesquels on n'en a pas. Et puis la MOGAD, la myélite transverse, donc cliniquement, anti-MOG positive, se nettoie. La lésion disparaît. Dans la CEP, on a décrit les disparitions lésionnelles. En fait, elles se réduisent en taille, mais elles ne disparaissent pas en général. Si elles disparaissent, c'est que l'examen de contrôle n'est pas bon. Hein. Oui. Je dirais pas une disparition, mais quand même une réduction un peu dérangeante. Mais les anti-MOG sont restés toujours négatifs. Initialement, c'était un peu flou quand même. C'était un peu flou, d'accord. Bon, c'était diagnostiqué par défaut parce qu'il avait tout, mais je pense, lorsque je refais l'imagerie, et à force c'est un enfant de 15 ans. Non, de toute façon. Et ça m'a vraiment intrigué cette réduction drastique des lésions. C'est limite, c'est limite adulte. On est dans les âges hormonaux. Hein. Il faut qu'on regarde les images ensemble. Pour les RCP. Question, si je vous en prie. Dans ces cas un peu limites, on n'arrive pas à trancher. Est-ce que le fait d'avoir sur des IRM de suivi des nouvelles lésions qui sont asymptomatiques, est-ce que ça peut pencher beaucoup plus à la... C'est une très bonne question, c'était pour la fin, mais on peut en parler maintenant. Alors, c'est quoi ta réponse? Chez lesquels? Chez lesquels? Ah, de ton patient? Bien sûr. Ah bah oui. POMS, présentation comme ça, il faut refaire le contrôle des blocs. 3 mois après, minimum. On aura toujours un profil. Pardon, on revient à ta question. Donc, qu'est-ce qui peut donner des lésions asymptomatiques intramédulaires? Est-ce qu'il y a des maladies autres que la sclérose en plaques qui en donnent? J'ai posé la question à Laura Cigarella, la grande spécialiste des NMOSD en imagerie, et qui m'a répondu non. Alors que dans la littérature, c'est mais c'est elle qui connaît. Et je pense que les gens qui ont décrit les lésions asymptomatiques ne les avaient pas vues sur le premier examen. À mon avis, hein. Et après, c'est... Alors ensuite, l'autre question, c'était quoi? Le cerveau. Est-ce qu'on peut voir des lésions asymptomatiques? Oui.
On peut en voir, il a été décrit dans la NMOSD, mais c'est pareil, je n'y crois pas. Je pense que c'est des lésions liées à l'âge, ou d'autres choses, à mon avis, mais voilà, il faut regarder les dossiers individuellement. Dans la MOGAD, oui. Que ça soit une EMAD anti-MOC+, ou MOGAD, c'est décrit moins que la sclérose en plaques, mais c'est décrit. Alors le problème, c'est quoi les lésions asymptomatiques des MOGAD et des EMAD? Quand tu as un tableau ultra bruyant d'encéphalite avec des troubles de la conscience et des choses comme ça, et qu'on te dit il y a des lésions asymptomatiques. Alors que c'est une symptomatologie diffuse. Les gens vont mal. Hein, donc, ça, oui. Ça, je trouve que c'est un joli exercice sur une seule diapositive. Donc, je pense que vous avez tous fait des diagnostics. D'une, là, de Vic, AQP4+, là, MOGAD, mais on peut le voir dans les MOSD, pas oublier. Et l'hypersignal, il est linéaire, typiquement, mais pas toujours. Là, l'hypersmédulaire, ça existe. J'ai bien fait de pas mettre les diagnostics en haut, ça permet de discuter. Regardez, c'est quoi comme topographie? Ouais, c'est quoi la topographie? C'est les pieds astrocytaires, c'est sur les vaisseaux. Oui, c'est une prise de contact grillagée. Donc ça, c'est une encéphalite, enfin une neuromyélite optique, AGFAP, dans le liquide, dans le NCS. Et après, le cigare d'Al Capone. Hein? Non. C'est ni un cigare, ni celui d'Al Capone. Cigare, qui est déjà été consommé. Betty, on en attend ou on arrête? Betty, alors. Tu me diras que je conclue. Parce qu'il y a encore 60 milliards. C'est ça. Alors, Betty, hémiparésie gauche et dysarthrie depuis 10 jours. Origine congolaise, en France depuis 2007, mariée. Puis elle dit, en arrivant, qu'à 11 ans, elle a fait une hémiparésie droite à dysarthrie, l'installation qu'elle qualifie de brutale, avec régression progressive sur une année. Elle avait 11 ans. Et elle dit qu'elle a fait un épisode de baisse de la vision gauche il y a 1 an. Et puis elle a par ailleurs une anémie un peu comme si ça ne suffisait pas. Et donc, à la demande générale, elle a eu une IRM cérébrale. So, donc c'est des coupes axiales. Alors, je pense je commence par le côté gauche. Déjà là, on a un T1 qui montre un hypersignal de la fosse cérébrale postérieure, transcérébrale et aussi les pensées celluleuses, je pense. Non, c'est un flair. C'est un flair, je pense. C'est pas la diffusion. Et le T1 avec injection de gâteau, c'est oui. Ça prend le contraste toujours au niveau de la même topographie, donc transcérébral et des pendules. Et je pense que là aussi, c'est un flair, mais on a des lésions périventriculaires confluentes, non, diffuses. C'est des plages, oui. C'est sous-cortical. Ancienne, je pense que c'est galère.
l'ensemble des qualités Mhm. de la Taylor, si c'est tout passé. Mhm. Les espaces qui va venir de la complexité, Mhm. on les voit pas, ils sont effacés, ils sont présents, ils sont Mhm. dilatés. Vous avez cette dynastie. Mhm. Après, ça devient Mhm. Déjà, c'est asymétrique avec une rétraction à gauche, à droite. Donc, c'est témoin de quelque chose de scalaire. C'est capriciel. D'accord. D'accord. C'est capriciel. Et après, il y a des symboles dynamiques là. Oui. Oui. Le Schiller. Le Schiller 1912 ou 1920. Tu sais qu'il y a deux Schiller. Il y a un Schiller, c'est le même, hein, mais il y a deux descriptions de cas différents. Il y a celui de 1912, dans mon souvenir, c'est l'adrénologistrophie, et celui de 1920, qui est la forme 7 de l'adolescent, et qui donne une prépondérance des lésions dans le tronc cérébral, avec des... C'est ça, exactement. Et ça permet comme ça de présenter les deux Schiller. Du coup. Oui, je sais pas où on en était. Oui. Vous vous souvenez de ça, là? C'est des trucs qui ont été décrits dans les IRM des NMO il y a un certain temps. Et puis sur l'IRM de la moelle, j'ai pas réussi à trouver les autres images que j'avais. On avait mis en évidence cet hypersignal. C'est ça, de petite taille. Oui. Ben, oui. À l'examen ophtalmo. Regarde. Et donc, elle s'améliore avec les bolus. Elle part en rééducation, et 3 mois après, qu'est-ce qu'elle nous fait? Des crises paroxystiques douloureuses, qui font partie maintenant des critères qu'on va voir demain. De quoi? De NMO. De trou noir. On voit des choses comme ça. Parce qu'elle n'en avait pas. Alors, on va refaire la nomenclature. Qu'est-ce qu'un trou noir? Tiens. Regarde. Tu as des hyposignaux T1 qui ont une intensité qui n'est pas exactement la même que celle du LCS. Il y a les trous noirs persistants et les trous noirs aigus. Quand il y a des nouvelles lésions dans la CEP, dans 50% des cas, il y a des hyposignaux. Et 20% d'entre eux restent. Et donc la définition du trou noir, c'est qu'il faut qu'il y ait 2 IRM à 3 mois ou 6 mois de distance qui montrent la persistance de cet hyposignal. Oui. Quand on a une maladie chronique et qu'on a eu un épisode dessus et qu'on fait des IRM, il n'est pas exclu qu'il y ait de nouveaux épisodes sur l'épisode ancien qu'on va voir en imagerie, tu vois. Donc, oui, c'est pas exclu, mais il y a des choses anciennes et des choses nouvelles. Et il y a des choses aiguës. Et cliniquement, il y a des crises paroxystiques. Il n'y a pas de bande oligoclonale, le liquide est normal. Non, elle était en rééduc, elle n'est pas revenue pour ça. Je me souviens plus, c'était cervical bas. C'était oui. Oui. Oui, absolument. Oui. Ah. Oui.
partir du moment où vous avez une pâleur temporale, que l'OCT montre quelque chose ou montre rien, enfin, nous, dans le temps, on se promenait avec notre ophtalmoscope quand on regardait les patients, on examinait leur deuil systématiquement, et la pâleur temporale, ça se voit, hein, c'est pas... Mais après, aujourd'hui, on dit qu'il faut que les ophtalmos examinent nos patients, et je pense qu'on a raison. Il faut les envoyer en ophtalmo, et les ophtalmos ont tendance à faire des OCT, ce que je comprends. La pâleur, au départ, oui. Oui. Mais votre faisceau maculopapillaire, il est temporal. Donc la pâleur, elle est temporale quand vous la voyez. Et oui. Et en plus, au départ, il y a toujours un flou nasal physiologique que les ophtalmos connaissent très bien. Vous voyez? Il y a un flou nasal physiologique sur le fond d'œil. Ben, ton faisceau maculopapillaire, il est temporal. Non, mais j'ai répondu à la question. Aujourd'hui, quand on fait un examen général aux patients, quand on fait la neuro-ophtalmo aux patients, on n'a pas besoin d'IRM. Et quand on fait les déclinés abdominaux, si jamais les abdominaux sont bons, on n'a pas besoin d'IRM médullaire. Bah oui, la présence de cutanés abdominaux, ça veut dire que... Ah bah ceux-là, non. Ceux-là, ils rentrent pas dans l'IRM de toute façon. Bon, tout ça, vous connaissez, c'était juste pour vous montrer la jolie collection, mais on en reparlera à l'occasion. Ça, c'est les localisations, et puis, j'ai mis comment? Oui, les anticorps étaient positifs. Là, je vous ai mis ce qui est sorti de l'étude de Lyon sur les MOGAD avec antimob confinés au liquide cérébrospinal, où ils ont dit qu'il y aurait une affinité pour le tronc cérébral avec cet aspect tigré. À ma connaissance, il n'y a que leur équipe qui décrit ça. Donc on attend quand même qu'il y ait une confirmation derrière. Ça, c'est la thèse de Quentin Fleury. Bon, ça, vous connaissez ces images, je vais aller vite. Ça aussi, le thalamus, c'est de la MOGAD. Et ça, au Maroc, on dit toujours B7. Et on me dit la même chose aussi. On me dit la même chose en Tunisie. Dès qu'on arrive au Liban, c'est plus le B7. C'est le B7, oui. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que ça peut être d'autre que le B7? NMO, SD, MOGAD. Donc ça ne différencie rien de personne. Lymphome, gliome. Oui. Et gliome. Toutes ces entités donnent le signe de la cascade. Lymphome, gliome. Ça, c'est au Maroc, mais... إذا هيدا مش حلال أنا ياباني. هذا شلالنا مع الصفا. Bon, alors, ça, vous voulez ça? Et après, on refera des exercices. Non, on va faire autre chose. Parce que ça, c'est facile. Je vais voir si j'ai d'autres trucs. J'ai ça. Tiens, puis après, on finit avec ça. Donc, c'est Mademoiselle D, 31 ans. Rhinopharyngite. Ensuite, baisse de la vision douloureuse de l'œil droit, avec une acuité visuelle assez basse,
et puis un signe de Unproname. Vous connaissez le signe de Unproname? Et donc, elle a un scanner qui est dit normal, une fonction lombaire avec 30 éléments et des bandes oligoclonales. Elle est traitée, et 3 semaines plus tard, elle récupère. Et puis, elle a une IRM. Et ensuite, après ces 3 semaines, elle fait une baisse de la vision des deux côtés, et elle installe très rapidement un tableau de Pseudo-Korsakoff. Des troubles aigus de la mémoire. Elle est fatiguée, elle ne peut plus rien faire. Et la fatigue avec la cascade, alors. Et donc là, regardez, c'est joli. Vous en verrez pas souvent des comme ça. Donc il y a un hypersignal bi-hippocampique, temporal, hippocampique plus, qui déborde, avec d'autres lésions bilatérales, asymétriques, avec des prises de contraste annulaires, semi-annulaires. Il y a un anneau vert. Il y a des centres pseudo-kystiques de certaines lésions. Ça vous va comme on avance? Bien sûr. Vas-y. C'est la question, parce que rhinopharyngite, baisse de la vision, 3 semaines plus tard, elle recommence, donc on est encore dans la période. Je les présente parce qu'ils nous ont posé des problèmes, et c'est effectivement les dossiers à problème. C'est qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, à quel moment on contrôle la PL. Bon, il y a toutes ces... Et puis les malades, entre-temps, ils évoluent, ils ont besoin d'une corticothérapie, on fait le relais, on baisse, on ne sait pas à quel moment il faut arrêter, à quel moment il faut faire le contrôle IRM. On a tout le temps ces discussions dans les RCP. Voilà, donc on s'est posé les questions, qu'est-ce qu'on fait? Alors on retraite, elle s'améliore, après la corticothérapie. Je ne sais plus si ça... Oui. Non, je n'ai pas mis. Je ne me souviens plus. Si, PL 30 éléments et BOC. Je me disais bien. Mazala wa man fatiha. Excellent. Donc elle s'améliore. Elle s'améliore. Elle rentre à domicile, mais bon, elle n'est pas encore guérie, quoi. Et elle a une IRM à 1 mois. Je pense que c'est ce que vous auriez fait. Bon, elle s'améliore. D'accord? She's getting better. But, l'IRM, elle dit attention. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on baisse la corticothérapie. Les lésions réapparaissent. On est à 1 mois et demi du début, à peu près. Et elle va mieux. Et le président dit CEP. Oui. 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 Donc, t'es d'accord, hein? Alors, sur le fond, vous avez raison. Ouais, méfiez-vous à l'échelle individuelle. C'est très difficile à l'échelle individuelle de dire la prise de contraste, c'est de la CEP ou c'est pas de la CEP. Statistiquement, oui. À l'échelle individuelle, c'est...
On fait très attention et on baisse la corticothérapie de manière très prudente. C'est un Korsakoff. Alors, oui, exact. Oui, c'est ça. On a beaucoup discuté ça. Et effectivement, elle a fusillé deux endroits clés de son circuit Papez. Je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on raisonne. Et donc, elle a eu un trouble aigu de la mémoire. C'est atypique. Mais donc là, on fait quoi du coup? Où va-t-on? Oui, ah non, c'est la même. Regardez, il y a le truc d'avant et le truc d'après. Hein? Oui, elle a plein de nouvelles lésions. Donc, comme elle s'améliore cliniquement, on n'est pas inquiet. Elle va mieux. Non. Nous, ça ne nous inquiète pas. Donc, on la revoit 2 mois plus tard. On est là à 3 mois et demi du début. D'accord? Et on fait ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est ça. Il y a 15 lymphos. Et il y a des bandes qui sont toujours positives. Et on nous a appris que si les bandes restaient positives au-delà de 3 mois, c'était plutôt en faveur de sclérose en plaques, puisque dans les hémates, ça se négative. On est d'accord, hein? Et puis on fait une IRM. Oui. On refait une IRM parce qu'on est tout à l'heure, on nous a dit oui, l'IRM est inquiétant. Oui, elle est inquiétante. C'est pour ça qu'on a. Oui. Ça faisait longtemps qu'on avait emprunté une autre voie. Voilà. Et donc là, on arrête progressivement. Et puis, on refait une IRM à 6 mois. La corticothérapie. On n'avait pas de diagnostic. On se posait des questions. On avait une IRM flamboyante. Oui. Le rituximab. Alors, oui, j'aurais répondu. Ça, c'est dans le raisonnement du traitement chez les malades qui vont mal. Je ne pense pas qu'il faille traiter des malades qui vont bien ou qui s'améliorent petit à petit avant d'avoir bien compris ce qui se passe. Enfin, il faut une surveillance rapprochée. C'est pour ça qu'elle a des ponctions lombaires, qu'elle a des IRM, on veut savoir ce qui se passe. Là, c'est nettoyé. Oui. Exact. Oui. Si j'avais commencé par vous montrer cette IRM, voilà. Je pense que c'est une manière de raisonner qui me semble, enfin, c'est ce que je fais. Si vous regardez la dernière IRM, vous vous dites, cette imagerie, c'est une imagerie de CEP. On est d'accord, hein? C'est exceptionnel. Moi, c'est le seul cas que j'ai vu sur les 105 000 patients sclérose en plaques que j'ai vu passer. Ah, ça, c'est unique, hein? Mais bon, on l'a reçu en urgence. Korsakoff aigu, lésion IRM, qu'est-ce qu'on fait? C'est un de nos collègues neuro de ville qui m'a appelé pour me dire, j'ai un truc, je comprends rien.
Et donc là, voilà, traitement. C'est pas grave, on a fait l'essentiel. Hein. On a fait l'essentiel. Il y a encore le truc de Maria. Maria, si je te passe le micro pour la chanson. Comment ça, non. C'est toi qui as proposé. Oui, Andrea. Mais j'arrive pas à... Vous avez mérité. Oui, mais c'est aussi parce que je me suis entraîné. Il y a l'effet entraînement. T'as trouvé que j'étais épuisé.